parler du contexte, vous comprenez qu'il y a une multiplicité des outils qui ont apparu les 30 dernières années. J'ai cité notamment celles qui sont utilisées en architecture, que vous, en première année, vous êtes censé connaître. Et puis, il y a des normes ou des réponses de la part du gouvernement pour aider à cette transition, notamment en 2014, le PTNB, les plans de transition numérique. Première conclusion, c'était de développer une plateforme collaborative gratuite qui s'appelle Croquis. Vous pouvez l'utiliser. En 2019, cette PTNB, il n'existe plus, c'est fini. Et il y a un autre plan qui s'appelle Plan 2022. L'idée, c'est quoi? C'est d'aider à vulgariser l'utilisation du BIM. Okay? Donc, dans ces contextes, toutes les agences d'architecture sont invitées à adopter ou à faire la transition numérique. Okay? Aujourd'hui, on va parler de l'agence Valero-Gadan, une agence parisienne, 6 associés, entre 25 et 30 personnes, qui utilisent des outils de conception classiques, comme la plupart des agences en France, notamment AutoCAD et SketchUp. Ce que l'agence souhaitait, et ce qu'ils m'ont confié, c'est de faire cette transition. Donc, ce qu'ils pensaient faire, c'était on va passer d'un outil comme AutoCAD, qui se dépend des lignes de vecteurs, ou de SketchUp, qui se des faces ou des surfaces, à un logiciel comme Revit. Et basta, et c'est ça. Donc, c'était ma mission. En gros, ce n'était pas vraiment ça. Donc, j'ai dû faire un peu de pédagogie aux associés d'abord, pour les convaincre que cette transition n'est pas si simple. Ce n'est pas seulement parce qu'on achète une licence Revit qu'on va faire du BIM. Donc, autrement dit, quand vous faites du Revit, ça ne veut pas dire que vous faites du BIM. Okay? Les BIM, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pour ça que j'ai présenté 3 objectifs aux associés, en court terme, moyen terme et long terme. Donc, court terme, idéalement, c'était quoi? C'est de former les gens au Revit. Parce qu'il faut l'utiliser. Revit, c'est l'outil de base, c'est l'outil choisi par l'agence. Donc, il faut savoir utiliser Revit. Si on ne sait pas utiliser Revit, on ne peut pas faire de BIM. C'est simple. L'étape suivante, c'était quoi? C'était commencer à comprendre les BIM et les outils BIM. Et idéalement, ce qu'on voulait faire, c'est notamment expérimenter toute la puissance numérique. Autrement dit, automatisation des tâches. Pourquoi pas, on a proposé de faire de la recherche de développement dans l'agence. Je fais option des blagues, ils m'ont dit OK pour la formation. Quand je dis automatisation des tâches répétitives, ils m'ont dit bah d'accord. Et puis pour l'innovation et la recherche, ils m'ont dit OK, ça, on ne va pas les faire. On a tout fait. Sauf celle-là, je vais revenir à la fin. Pourquoi on n'a pas fait la conception paramétrique et la conception algorithmique? Ça, c'est les schémas qu'on a présentés. Je les simplifie pour que ce soit plus facile à comprendre. Je ne vais pas tout développer parce qu'on a juste 25 minutes. On va se concentrer seulement dans la formation des outils et dans quelques outils de travail et outils de vérification. En gros, ce que vous devez retenir dans cette présentation, c'est que les BIM, c'est vraiment complexe. Il y a plein de questions, notamment droit d'accès, sécurité des données, pérennité des données, une stratégie interne, externe, plateforme collaborative. Il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent dans les BIM. Okay? Donc, vous, en tant que futur architecte, vous êtes censé avoir déjà une compréhension globale de ça, parce que c'est un processus dans lequel vous allez travailler. Une fois qu'on a compris les logiciels, il faut les produire. Et j'avais en face de moi, j'avais des professionnels et j'avais des questions ou des problématiques que vous, en tant que première année, vous allez voir. Première image, conception, c'est un concours. Les concours, ils évoluent, donc on commence à avoir des éléments structuraux qui apparaissent, mais les graphismes, il n'est pas bon. On n'est pas content, c'est un projet qu'il faut rendre. Donc comment on peut nettoyer pour rendre quelque chose des lisibles, des jolis, architecturalement élégant? Un autre exemple, une famille Revit. Si vous avez déjà utilisé des familles ou des objets Revit ou Archicad, vous pouvez voir qu'en fait, en plan, c'est très moche, c'est en fonction de l'échelle que vous imprimez. Nous, on souhaite avoir quelque chose de propre, mais tout en gardant une géométrie 3D. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des perspectives ou des dessins ou des coupes en axo. Donc, ce genre de questions, on a dû les travailler pendant la formation. Comment on fait des plans de masse? Si on veut faire du Revit, comment on fait des plans de masse? Ou comment on fait des plans des tâches? Donc tout ça, c'était possible de les faire. Il fallait convaincre non seulement les associés, mais les collaborateurs, parce qu'ils utilisaient AutoCAD et SketchUp. En fait, on a développé des procédures qu'ils savaient déjà, c'était des WG, des EPS, une couche Photoshop, et puis toute la partie
vraiment 3D sur Revit. Okay? Bien sûr, c'est un processus qui est itératif. Toute modification dans les plans Photoshop, il fallait les recharger dans Revit et continuer. Des questions plus sensibles comme la façade, la représentation. Premier échec, on a fait tout sur Revit. Avant le rendu, ils ne sont pas aimés parce que c'était pas élégant. Ils sont abandonnés et on a retourné à AutoCAD ou Photoshop. Revit et AutoCAD, donc il y avait un gros écart. Ce qui était difficile, c'est de voir qu'en fait, sur Revit, il y avait des éléments qui n'apparaissaient pas ou qui étaient plus maigres, que l'architecte il voulait modifier. Des éléments qui disparaissent sur la vraie façade, mais qui, sur Revit, ils apparaissent, qu'on ne peut pas faire autrement, on peut les cacher, mais c'est comme ça les projets en fait. Ou des éléments qui modifient, simplement pour une question esthétique. Deuxième, et ça c'était intéressant, c'était quand on fait un projet sur Revit, on les montre tel qu'il va être construit en fait. Donc si vous savez un élément, une façade et un élément qui est en biais, en diagonale, il ne va pas être comme ça, il va avoir en fait, c'est une histoire de géométrie simple, 3 lignes, parce que l'élément il est en biais par rapport à la façade. Ça c'était difficile pour les architectes de comprendre, qu'on ne pouvait pas gérer autrement, parce que c'est la réalité du projet. On a fait un autre exemple, un autre processus, on a parti de AutoCAD, on a fait tous les projets, toutes les façades sur Revit. Donc à la fin, ça c'est les projets Revit bruts, et ça c'est la façade avec V-Ray et Revit, où on voit en fait que tout ce qui est sur Revit, il existe vraiment dans la façade rendue. Donc on ne cache pas, on raconte une histoire, et l'histoire elle est vraie en fait. On ne joue pas avec Photoshop pour raconter une histoire qui n'existait pas. Des histoires des schémas. Donc des schémas, on les fait tout le temps sur Revit avec une petite couche d'Illustrator et on peut sortir des choses assez facilement et assez rapidement. Et des questions de dessin. Donc comment j'utilise Revit avec un logiciel qui est Enscape pour m'inspirer et produire des petits schémas à la main. Des schémas qui plaisent aux architectes, qui sont demandés au concours. Donc voilà. Notamment 2 projets. On a commencé à 200. En 2016, on a fait le premier projet à Sceaux. On a été lauréat de mine d'argent en 2016. En 2017, on a présenté un autre projet et on était lauréat de mine d'argent dans 2 catégories différentes. Ça montre que les stratégies qu'on a fait, les stratégies qu'on a mis en place, elles ont fonctionné. Je vais finir sur ça parce que c'est quelque chose que je n'avais pas compris avant quand j'étais à votre place, quand je regardais un projet de Zaha Hadid et je voulais faire ça parce que c'était cool. La forme, elle était pas mal. Quand je rentre un petit peu dans les détails et je veux faire ce genre de forme, je vois qu'il faut le faire soit par Grasshopper, soit pour un autre outil, ce que j'appelle la programmation visuelle. Mais ce que je ne savais pas, ce qui ne s'est dit pas à l'école, c'est qu'en fait, il faut avoir une compréhension algorithmique parce que la programmation visuelle, c'est faire de la programmation facilement. Et en fait, Grasshopper ou Dynamo, c'est des outils qui sont mis en disposition pour rendre les choses plus faciles. Okay? Mais la base de tout, c'est avoir une compréhension algorithmique. Donc je me posais la question, est-ce qu'on a des cours d'algorithmique en architecture? Si l'idée c'est ça, si on va faire ça, si on va dans ce sens-là, comment on fait si on n'est pas formé à ça? La réponse parfois, c'est pas notre métier, c'est pas un architecte qui va faire ça. C'est discutable. J'ai pas la réponse. Une autre question, c'est si on veut faire du BIM, il faut comprendre les processus. Le processus BIM, c'est complexe. Beaucoup de technicité, si on parle des CFC, si on parle des choses techniques. Et le processus, c'est un processus qui est inclusif. Aujourd'hui, vous êtes invités, vous êtes, je dirais même, obligés à travailler ensemble. On ne peut pas travailler tout seul dans son coin. Tout est collaboratif, tout est participatif.